Bonsoir Moussa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de l'Alliance démocratique Pencho, votre récente contribution publiée dans la presse, à la une notamment du journal Vox Populi, affirme que le Sénégal est au détail près dans la même situation qu'en 1962. C'est un point clé de votre analyse, mais vous évoquez également d'autres questions cruciales comme l'éligibilité de Ousmane Sonko en 2029. Nous allons en parler. Mais d'abord, abordons la situation actuelle. Vous affirmez que le Sénégal est dans une situation similaire qu'en 1962, avec un président au pouvoir juridique et un Premier ministre détenant la réalité du pouvoir politique. Ma question, c'est quelles sont les similitudes concrètes avec cette crise historique qui vous inquiète aujourd'hui? Merci déjà, c'est un plaisir. Mais écoutez, c'est d'ailleurs tout le problème qui nous interpelle. Je pensais d'ailleurs que les uns et les autres avaient compris lorsque le président de la République, je pense, a donné le nom de sa fille à la mère du Premier ministre. Je pensais vraiment que c'était des signaux qu'on voulait lancer d'apaisement et autres. Parce qu'effectivement, il faut comprendre la situation présente. Nous sommes dans une situation particulière. La situation particulière dans laquelle on est, c'est que nous avons pour la première fois au Sénégal un président de la République qui n'est pas le chef de la majorité parlementaire. C'est exactement effectivement ça aussi qu'il y a eu en 62. Un peu, mais j'y reviendrai tout à l'heure puisqu'il y a une question spécifique à ça. Alors, il n'est pas le patron de la majorité parlementaire parce que lors des dernières élections, sous prétexte qu'effectivement le président devait être républicain, il ne s'est immiscé ni dans la confection des listes, ni dans l'élection. Donc c'est le Premier ministre qui a fait justement ces listes. Et c'est normal aussi, c'est lui qui est le patron du parti, c'est aussi normal, tout ça c'est normal. Mais alors ça crée une situation assez originale dans notre pays. Nous avons donc aujourd'hui, depuis 62, qu'est-ce qu'on a fait au Sénégal? Qu'on a eu le problème avec le bicéphalisme au niveau de l'exécutif. On s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas de concurrent possible au président de la République. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le pouvoir de gouvernance au niveau de l'exécutif est confié au président de la République. C'est lui qui a le pouvoir décrétal, c'est lui qui peut nommer les ambassadeurs, c'est lui qui reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeurs, c'est lui qui nomme le Premier ministre, qui dégomme le Premier ministre pour n'importe quelle raison ou même sans raison, c'est lui qui nomme les membres du gouvernement, les membres du Conseil constitutionnel. C'est lui qui peut saisir le Conseil constitutionnel, c'est lui qui a le pouvoir constituant. Au Sénégal, je le dis comme ça peut amener des débats, mais personne ne peut réviser la Constitution si le président de la République n'est pas d'accord. Même par la voie parlementaire, même les députés, on leur donne ce pouvoir, mais ils ne peuvent pas le faire si le président n'est pas d'accord. C'est des clés qu'il y a dans la Constitution. Donc on a transféré l'ensemble des pouvoirs au président de la République, de sorte que personne ne puisse le concurrencer. D'ailleurs, on a gardé cette tradition-là, de sorte qu'à chaque fois qu'on a voulu liquider quelqu'un au Sénégal, on a dit qu'il y a une dualité au sommet de l'État, ou bicéphalisme, ou coup d'État rampant, et autres. Tout ça, ça veut partir de la même chose. Alors, et maintenant, par contre, vous avez un Premier ministre qui est le patron de la majorité parlementaire, et donc aujourd'hui, même le président de la République, pour faire voter son budget, est obligé de passer par l'Assemblée nationale. Donc s'il ne passe pas par l'Assemblée nationale, il n'a pas son budget. Ça, il y a d'ailleurs des problématiques qui avaient été envisagées par la CNRI et qui avaient donné effectivement des solutions à ce titre-là. Donc nous sommes dans une situation où l'un a le pouvoir juridique de gouverner, les moyens juridiques de gouverner, les moyens institutionnels de gouverner, et l'autre a les moyens politiques justement de gouverner. Alors eux, ce qu'ils nous avaient vendu, c'était Sonko, moi Diomaye, Diomaye, moi Sonko. Oui, mais donc, ça, c'est ça, tout le monde en parle, mais ça, en réalité, c'est le slogan politique. Il fallait rassurer les militants comme quoi voter pour Diomaye, c'est voter pour Sonko. Mais ça s'arrête là. Ils ne sont pas des siamois, tout le monde le sait. C'est une erreur. Mais non, mais c'est un slogan politique. Oui, mais vous savez mieux que moi. Mais je suis d'accord. Mais alors, c'est une Rappelons erreur. que vous êtes juriste de formation, mais aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je vous le dis. Je vous dis. Oui. Même si c'était un slogan, c'était quand même une promesse électorale qu'on nous a donnée. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les deux, s'ils ne s'entendent pas, on est dans une crise institutionnelle. Et nous ne pouvons plus nous payer les moyens justement d'aller vers une crise institutionnelle. Le défi qu'il y a et qu'il nous faut relever aujourd'hui dans notre pays, c'est le défi de la construction d'une démocratie apaisée. On ne peut pas être tout le temps à se donner des coups, à donner des trucs. Écoutez, la situation, elle est ce qu'elle est.
les gens doivent avoir le niveau de responsabilité pour être au-dessus justement de toutes les contingences personnelles et de travailler à la stabilité d'un État et de répondre justement à la demande sociale, institutionnelle, de réforme institutionnelle qui est encore là. Et sur lesquelles on n'a même pas encore de début de solution, ni de début de promesse, ni rien dit. Rien ne sort encore de terre. Et qu'on ne dise pas que oui, mais c'était une situation d'héritage. Oui, il y a des choses qui relèvent de l'héritage. C'est des questions économiques, c'est des questions. Mais les questions de réformes institutionnelles, le régime actuel a les moyens de les régler. C'est la question justement de l'indépendance de la justice. C'est la question justement de la prééminence du parquet. C'est la question justement du pouvoir de mettre qui qu'on veut en prison. Alors, ça, c'est des questions sur lesquelles effectivement on peut régler les questions. Justement, ça, vous dénoncez dans votre texte une confusion entre l'institution et la personne donc, du Premier ministre, allant jusqu'à mentionner des détentions liées à des contentieux avec la personne du Premier ministre. Quelles sont les conséquences politiques et juridiques de cette confusion pour notre démocratie, justement? Alors non, je suis parti d'une chose. C'est-à-dire que moi, j'écoute le Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre dit? Le Premier ministre dit, écoutez, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on parle de moi en mal, et personne ne réagit. Et le président de la République, pour lui, a aussi la possibilité à chaque fois qu'il... J'ai dit non, ça, ce n'est pas un problème. Parce que premièrement, pourquoi? D'abord, beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui, parce qu'ils sont en contentieux avec le Premier ministre ou avec le régime de façon générale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui est en contentieux avec le Premier ministre a la possibilité de porter plainte. Comme tout citoyen. Comme tout citoyen. Et de faire valoir ses droits. Ça, c'est la deuxième chose. Et alors, moi, ce que je dis, je pense que sur ce point, j'espère que sur ce point-là, le Premier ministre n'a pas traduit exactement sa pensée. Parce qu'il a combattu Macky Sall pendant tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il considérait que lui, il allait en prison parce que c'est Macky Sall qui voulait qu'il aille en prison. Donc lui, il n'a pas le droit de dire qu'il veut aussi que le président de la République décide d'envoyer des gens en prison pour lui. C'est ça le problème. C'est ça le problème que je pose. Donc je dis, écoutez, il faut qu'on sorte des problèmes de personne. La République, l'État n'a rien de personnel. Historiquement, l'institution, le pouvoir institutionnalisé est venu après le pouvoir personnel. Donc il faut vraiment le comprendre. Après, l'institution est incarnée par une personne aussi. Oui, elle est incarnée par une, mais c'est plus une abstraction de l'esprit qu'autre chose. C'est qu'on a voulu transcender la personne humaine de sorte que le pouvoir ne sera plus lié à une personne donnée. Donc quand on parle d'institution, c'est autre chose. Donc il faut vraiment en avoir la bonne intelligence et se lever justement au-dessus de la question institutionnelle. Et d'ailleurs, il y a une question qui est à peu près même injuste. Regardez aujourd'hui, prenez les choses telles que c'est. Moustapha Diakhaté en prison, pourquoi? Il a dit que... Il a traité de gougnafier. De gougnafier. Gougnafier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sert à rien. Un bon arrière, Bon arrière, c'est ça. Un résidu, c'est quoi? Des restes. On va pas faire des définitions. C'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est quelque chose qui ne sert à rien. Donc les deux choses... Oui, un résidu, c'est un reste qui ne sert à rien. C'est ça. Vous, c'est le là. Le là, donc ça ne sert à rien. Les deux choses veulent dire la même chose. Donc, traiter quelqu'un de résidu et le traiter de gougnafier, c'est exactement la même chose. Moustapha Diakhaté en prison, le Premier ministre est chez lui. Personne n'a jamais osé dire ici à un homme politique que tu es un fumier. Un fumier, c'est plus grave que tout cela. Pourtant, on a traité l'opposition de fumier. Donc, il y a un certain niveau... Disons la société civile, pas l'opposition. Oui, je veux dire, quelqu'un, je dis juste quelqu'un, une personne publique, qui qu'il puisse être, que ce soit un journaliste, que ce soit un homme public, mais lorsque vous avez la parole publique, vous ne pouvez pas traiter quelqu'un qui est publiquement identifié de fumier. Lorsque vous le faites, effectivement, il peut y avoir de la riposte. Et la difficulté, justement, lorsque vous incarnez le pouvoir, c'est que vous êtes protégé et l'autre ne l'est pas. Donc c'est à vous d'avoir de la retenue sur les paroles. Et pour revenir à ce titre, justice et parole politique, on est tous dans l'espace public. On a dénoncé cette judiciarisation de l'espace public, mais où se situe quand même la ligne Maginot entre la parole politique et la justice? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que personne, et d'ailleurs ça, je pense qu'on l'a dit, et on l'avait écrit d'ailleurs quand Amadouba, le député Amadouba justement a été arrêté. Il y a une décision d'ailleurs de la CEDEAO sur ça. Ça sert à quoi de mettre Abdou Nguer en prison pour des paroles qu'il a tenues? Absolument rien. Rien du tout. C'est-à-dire que personne ne me dira que si on le met en prison, la parole va disparaître. Ça ne fera rien. C'est pour ça que de plus en plus, sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait? On condamne la personne et on lui dit de publier lui-même à ses frais le démenti dans un journal. J'ai dit quelque chose qui n'est pas bien sur l'autre, qui n'est pas vrai, sur Chérif Diop. Je vais au tribunal. Le tribunal me dit, vous allez payer dans 3 journaux de la place
un démenti dans lequel vous allez vous-même rétablir la vérité. C'est mieux que de mettre quelqu'un en prison. Ça apporte quoi de mettre quelqu'un en prison? Absolument rien pour juste une parole publique. Et c'est pour ça que vous parlez aussi d'un paradoxe ou d'un deux poids, deux mesures, disons, dans la répression des discours selon qu'ils émanent du pouvoir ou de l'opposition. Justement, c'est ça. Et comment cette disparité affecte-t-elle le débat démocratique et quelle est la stratégie de l'opposition face à ce que vous décrivez comme une inégalité devant la loi? Écoutez, la difficulté que nous avons, c'est qu'ici, lorsque vous avez le pouvoir, aujourd'hui, demain, le Premier ministre peut décider de me mettre en prison. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. Le ministre de la Justice peut décider de me mettre en prison. Ça ne veut pas dire que je serai condamné, mais au moins on me met en prison, en attendant mon procès. Ils ont décidé, oui, ils peuvent décider tout de suite ou de me faire passer en instruction. Si on me fait passer en instruction, je vais à Rebeuss. Et ils décideront du moment que je resterai à Rebeuss jusqu'à... Donc en réalité, nous avons ici, et c'était ça l'idée de la réforme, ce qu'on a voulu réformer quand on a parlé de 254, quand on a parlé de 80 de la Constitution, tout ça, combien de temps nous tous dans l'opposition, on a combattu pour que ces articles-là soient abrogés. Mais le fait c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a eu au pouvoir, il dit oui, mais ça peut m'aider à régler les problèmes. Et aujourd'hui, ce sont ces kyrielles d'articles qui sont utilisés, par exemple, pour envoyer Badara Gadiaga en instruction, par exemple. Absolument, on décide de le mettre en instruction. L'autre vient, on le met, on lui donne la liberté provisoire. Aujourd'hui, Abdou Nguer est là-bas parce qu'on a décidé de mettre... Que c'est des gens que je ne connais pas. 10 ans, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Badara Gadiaga. On n'a aucune relation particulière ensemble. On ne s'est même pas parlé au téléphone. Mais je dis, moi, je ne peux pas avoir combattu pendant tout ce temps-là. J'ai toujours dit, d'ailleurs, que lui, pour le Premier ministre, que c'était quand même grave que quelqu'un ne puisse pas être candidat juste pour une question de diffamation. Mais moi, je ne changerai pas de discours parce que simplement les gens qui sont au pouvoir ont changé. Et c'est ça le problème. Il faut nous tous, qu'au Sénégal, et ça, il faut que ce soit un challenge, que ce que nous disons quand nous sommes au pouvoir, que nous continuons à le dire quand nous sommes dans l'opposition. Que ce que nous disons quand nous sommes dans l'opposition, que nous continuons à le dire quand nous sommes au pouvoir. Il n'y a pas ici d'élu de Dieu. Il n'y a personne ici qui, lorsqu'il est attaqué, que cela puisse être considéré comme un sacrilège. Et ça, c'est de la retenue que nous devons avoir. Les institutions doivent être fortes. Il doit y avoir des textes pour que les institutions doivent être fortes, soient fortes. Mais il y a aussi quelque chose de personnel. Il y a une dimension personnelle, humaine. Nous devons tous aujourd'hui transcender nos propres faiblesses et nous élever au rang justement d'autorité républicaine. Voilà, et c'est ça le challenge personnel que chacun d'entre nous doit avoir. Doit avoir. La relation entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko est scrutée de très près, et c'est peu de le dire. Certains suggèrent que l'opposition pourrait voir une crise au sein de cet tandem comme une opportunité politique. Je vous vois sourire. Comment interprétez-vous les récentes sorties du Premier ministre et la réponse du président Bassirou Diomaye Faye pour enlever les écueils? Il s'est passé des choses qu'on ne sait pas. Apparemment, la seule personne à savoir, c'est le président de l'Assemblée nationale. Apparemment, il y a eu un accord entre eux, une sorte de gentleman agreement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, le Premier ministre considère que lui, ils avaient entendu pour telle et telle autre chose. Mais justement, lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est-à-dire lorsque vous incarnez l'État, vous n'êtes plus votre personne. Vous ne l'êtes plus. Vous ne pouvez plus avoir des choses entre vous. Il y a des textes qui sont là et qui s'imposent à tout le monde. Et je dis, à ce niveau-là, c'est là qu'il y a un problème réel. Vous êtes deux autorités à incarner des pouvoirs, à devoir garantir la stabilité de l'État, le respect de la Constitution, et à devoir vous occuper de chacun d'entre nous, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir. Parce que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, vous payez les impôts à l'État. Vous avez les mêmes obligations, vous obéissez aux mêmes lois. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus vous faire les choses selon des considérations internes à votre parti. C'est pour ça que j'ai dit, d'ailleurs, je n'ai pas compris aussi que le Premier ministre dise que lui, il revendique un État-parti. On va en parler. Oui, qu'il le revendique. Effectivement, à partir du moment où vous devenez président de la République, et c'est ça qu'il y a au-dessus de la revendication qui dit que lorsque vous êtes président de parti, président de la République, vous démissionnez de votre parti. C'est ça. C'est ce que Bassirou Diomaye Faye a fait dès les premières heures de sa prise de pouvoir. Exactement, et il faut l'en féliciter. Donc à partir du moment où effectivement le problème se pose comme ça, on vous dit, vous n'êtes plus dans votre parti.
les réalités de votre parti doivent être dépassées. Oui. Vous êtes dans une sorte d'éthique de responsabilité en tant que maintenant vous incarnez l'État et vous incarnez justement la République. Mais c'est vous qui avez longtemps, vous au sens impersonnel, l'ancien régime je veux dire, qui avez longtemps théorisé quand on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Heureusement que je ne suis pas dans l'ancien régime, je n'ai jamais été de quelconque régime. Oui, mais ça aussi, je le précise. Moi, la mouvance quand même. Toute ma vie, je l'ai passé dans l'opposition. Je n'ai même pas été dans la mouvance présidentielle. Oui. Jamais. Oui. Jamais. J'ai eu aucune acquaintance. Même avec Khalifa Sall. Oui, mais lui, il était aussi de l'opposition. Oui. Mais moi, je ne suis pas du PS aussi. Moi, j'ai combattu Khalifa lorsqu'il était au PS. J'étais aussi dans l'opposition. Oui. Donc, moi, toute ma vie publique, là, je l'ai passé justement dans l'opposition. Donc, je suis vraiment à l'aise. Opposant. Non, éternellement en quête du pouvoir. C'est différent. C'est différent. Oui, quand on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Oui, c'est la vérité. Ousmane Sonko a quand même le droit de revendiquer cela, non? Oui, c'est pour ça que c'est lui aujourd'hui qui peut faire passer des lois à l'Assemblée. C'est lui qui peut décider de la politique de la nation, de ce qu'on va faire. C'est lui qui peut décider de quelle loi va passer et de quelle autre loi va passer. Oui. Et autres. Mais sous l'égide de l'éthique de la République. Pas sous des logiques de parti. Logique étatique, logique république, la gestion de ce qui appartient à tout le monde, de façon non partisane, non clanique. Vous êtes obligés de nous incarner et de nous représenter tous. Et d'ailleurs, il faut le dire, je l'ai dit dans le texte que j'ai publié, l'une des obligations du président de la République, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, le président de la République viole les devoirs de sa charge. Oui. Pourquoi? Parce que la Constitution lui dit... Mais ce n'est pas la faute du président de la République si l'opposition a du mal à exister aussi. Oui, mais justement, ce n'est pas la faute du président de la République si on se bat pour qu'il n'y ait pas d'opposition, il paraît le contraire. Il faut qu'il y ait des journalistes qui ne sont pas d'accord avec le président. Oui. Il faut qu'il y ait des opposants. Il faut qu'il y ait une société civile qui fasse la pression, qui influe sur les décisions de l'État. Oui. La République et la démocratie fonctionnent comme ça. C'est une confrontation entre des contradictions. Il faut qu'il y ait des contradictions dans un régime démocratique. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de contradiction. Vous n'êtes pas dans un système démocratique. Alors, le président dit, la Constitution dit au président qu'il est le gardien de la Constitution. Absolument. Et il lui dit que l'opposition a le même droit et que c'est un rouage essentiel de notre démocratie. Ouais. À partir du moment où vous avez tout cela, vous-même, vous devez travailler à ce qu'il y ait une opposition. Et le Premier ministre doit respect à l'opposition. Il doit conjuguer en politique. Bassirou Diomaye Faye ne va pas faire le travail pour vous aussi. Mais je suis d'accord. Oui. Retrouvons-nous alors sur le terrain politique. Oui. Mais si on se retrouve simplement sur le terrain politique entre adversaires politiques, qu'on accepte que si on me dit que tu es un gougnafier, que je puisse dire que tu es un résidu. Ouais. C'est l'inverse qui s'est passé. Parce que, je vous dis, la Constitution dit que vous avez des droits égaux. Ouais. Donc, il y a une confrontation et une compétition entre des partis politiques. Ouais. Mais dès lors que vous êtes Premier ministre, vous n'agissez plus en tant que chef de parti, vous agissez au nom de l'État et l'État incarne tout le monde. C'est ce niveau d'élévation qu'il nous faut travailler, nous tous d'ailleurs, en tant que nous sommes des hommes politiques. Oui, vous parliez de la notion d'État-parti, la jugeant incompatible avec la trajectoire démocratique du Sénégal. Pour vous, cette notion représente-t-elle une menace directe contre les acquis démocratiques de notre pays? C'est inacceptable d'ailleurs. Qu'on ait osé d'ailleurs le dire. Pourquoi le PASTEF a combattu la peur? Parce qu'ils considéraient qu'on avait un État qui était à la solde de la paix. Qui était le parti... oui, c'est ça, pourquoi? Oui, c'est ça. Pendant longtemps, on s'est battu. Pourquoi? Parce que le Parti Socialiste tenait ses réunions au niveau de l'Assemblée nationale. On s'est battu, on dit non, vous n'êtes pas le parti, vous êtes truc. On a reproché ça à tous les régimes qui sont. Et qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a dit il faut qu'il n'y ait plus de confusion entre l'État et le parti. Donc le Premier ministre ne peut pas venir, lui, revendiquer un État-parti. Et il le dit, je le revendique, je suis pour ça. Oui. Et c'est ça qui nous amène des erreurs. Parce que, évidemment, je peux comprendre aujourd'hui... après qu'on soit d'accord ou pas, c'est sa vision aussi. Oui, mais justement, c'est la vision exposée en public. Oui. Qu'ils le disent à l'intérieur de son parti, moi, je n'ai pas de problème. Qu'ils disent aux gens de son parti, oui, nous avons gouverné, il faut que les postes de responsabilité que vous les occupiez. Mais je n'ai pas de problème. Mais j'imagine ce qu'aurait été le tollé si Macky Sall avait osé dire ici qu'il était pour un État parti, qu'ils disent qu'ils voulaient qu'il y ait une confusion entre le parti et l'État. Non. Ouais. À partir du moment où vous gagnez, vous avez aujourd'hui des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui ont acquis des diplômes de l'expert et autres sur les frais de l'État. C'est l'État qui a financé les études, qui leur a donné des bourses, qui leur a donné. Et ces gens ont la compétence justement pour faire gérer l'État. C'est pour ça que l'État a investi en eux. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là que oui, moi j'ai gagné et je ne gouverne qu'avec ceux qui ont des militants. Un bon militant n'est pas un bon gouvernant.
La fonction de la gouvernance, il faut s'y préparer. C'est d'abord des études, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi beaucoup d'expérience. Ouais. Je suis d'accord qu'on dise, oui, je n'ai pas besoin des politiques, je n'ai pas besoin de Moussatine, je n'ai pas besoin de qui ne sont d'ailleurs pas demandés. Ouais. Mais, par contre, si vous voulez et vous gérez l'État, vous avez besoin justement d'utiliser les compétences de l'État. Il y a des compétences républicaines qui n'appartiennent à aucun parti, qui peut-être même ont voté pour le PASTEF. Oui. Vous ne pouvez pas ignorer ces gens-là. Il faut s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, certainement, nous avons beaucoup de problèmes de compétences à tous les niveaux de l'État. Ce n'est pas que des gens n'ont pas de diplôme. Un diplôme, ça ne sert à rien. Un diplôme, ce n'est pas une garantie de compétence. C'est une présomption de compétence. Oui, c'est une présomption. Mais après, il faut de l'expérience. Il y a des gens qui ont été préparés, qui étaient dans la fonction, qui étaient dans l'administration. Oui, le Premier ministre lui-même l'a dit concernant les organes délibérants. Vous ne pouvez pas, oui, exactement. Oui. Vous ne pouvez pas les écarter comme ça au nom de l'État parti. Oui, une dernière question sur la justice, parce que j'aimerais qu'on parle également de l'économie et de ce plan de redressement qu'annonce le gouvernement. La question de l'éligibilité de Ousmane Sonko, je pense que c'est parti pour être un chiffon rouge jusqu'en 2029, comme la candidature de Macky Sall l'a été en 2024. Vous évoquez la possibilité pour le Premier ministre de s'assurer son éligibilité en 2029 via des modifications du code électoral, notamment les articles 29 et 57, mais en lien avec le dossier de l'ancien maire de Dakar, dont le retour serait possible. Quelle est votre analyse politique et stratégique? Oui, mais attendez, j'ai vu les gens, on dit oui, le Premier ministre ne peut pas être candidat parce qu'il a été définitivement condamné. Oui. C'est vrai. Il veut retourner à l'Assemblée. Mon avis aussi, c'est que ce n'est pas possible qu'il retourne à l'Assemblée. À l'état actuel? À l'état actuel des choses. C'est mon avis. Oui. Bon, on peut en discuter. C'est votre avis de juriste ou d'opposant? Oui, de tout à la fois. Okay, bon. Scientifique, technique. Il ne peut pas retourner à l'Assemblée nationale. Claire. Même si on a voté une nouvelle loi et autres, tout ça, c'est un problème d'application de la loi dans le temps. Ouais. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, donc, mais ce n'est pas pour ça que le Premier ministre, au fond, ne peut pas être candidat. Ça, c'est la conséquence d'une disposition qu'il y a dans le code électoral depuis 1992. Oui. L'article 29, qui a fait que Karim Wade ne peut pas être candidat, qui a fait que Khalifa Sall ne peut pas être candidat, qui a fait que Ousmane Sonko n'a pas été candidat en 2024, qui a fait que Barthélémy Diaz a perdu la mairie de Dakar. Voilà cet article 29. L'article 29 dit, si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas. Or, l'article 29, c'était dans notre dispositif législatif. Oui. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir. Le Premier ministre a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, s'il veut demain être candidat, il fait abroger l'article 29 et il devient candidat. Du code électoral. Du code électoral, ça ne pose aucun problème. Ça ne lui pose aucun problème. Oui. Il le fait demain, il demande à sa majorité de le faire, ils le font. Oui. Il le fait tout de suite demain, il répond son éligibilité. Le problème ne se pose pas. Oui. Maintenant, la vérité, c'est qu'au fond, il y a un calcul derrière. C'est qu'aujourd'hui, puisque le dossier du maire déchu de Dakar est encore pendant, principe de l'application de la loi pénale plus douce, oui. Si vous faites modifier l'article 29 maintenant, le maire déchu redevient maire de Dakar immédiatement. Donc après l'avoir démis, il peut le remettre en selle. On ne peut pas le mettre, on ne va pas le mettre maintenant. Oui. C'est pour ça que quand on a posé le problème de la réforme et de la modification de 29 au niveau du dialogue, le régime en place nous a dit, nous n'en voulons pas et nous ne le ferons pas. Donc, ils vont le faire, ils le feront après 2027. Ils le feront après qu'on soit sorti de tout cela et après les candidatures à l'élection présidentielle, aux élections locales de 2027. Oui. À partir de ce moment, lui, il a toute la possibilité de modifier justement cet article-là et d'être candidat à la prochaine présidentielle. Oui. Moi, mon avis, c'est que toute personne qui veut être candidat doit pouvoir être candidat. Sauf si le juge le décide. Oui. Si moi, je suis condamné demain, et que le juge me dise « vous ne pouvez plus être candidat, oui. Je vous déchois de vos droits civiques et politiques », à partir du moment où je ne le serai pas. Oui. La seule chose qui est inacceptable et qui est arrivée à Ousmane Sonko, qui est arrivée à Khalifa Sall, qui est arrivée à Tanadien, la seule chose qui est inacceptable, c'est que quelqu'un purge une peine qui n'a pas été prononcée par un juge. C'est pour ça que cet article-là, lorsqu'on l'a déféré devant le Conseil constitutionnel français, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'était pas conforme à la Constitution et on l'a enlevé. Et il y avait une entente aussi entre nous. Pastef, nous tous, on était d'accord pour que cet article 29-là, qu'on l'enlève de la Constitution. Et on ne l'a pas fait, on tarde encore à le faire. Nous étions aussi d'accord sur autre chose, qu'on donne une compétence générale au Conseil constitutionnel, qu'on change le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel. Les questions économiques, ce sera une transition pour vous, on peut y revenir, mais au moins il y a des choses qui sont à la portée du régime actuel et de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut avoir la volonté simplement de le faire. Merci pour cette passe décisive. Les questions économiques, aujourd'hui le gouvernement va
va lancer en tout cas dans les prochains jours, selon le Premier ministre, un plan de redressement. On ne va pas revenir sur la baisse des notations, de la notation du Sénégal, Standard & Poor's, et la dernière en date. Que vous inspire cette situation difficile pour plusieurs secteurs de l'économie? Vous savez, le problème que j'ai, moi, c'est qu'aujourd'hui, bon, je vois beaucoup de gens le disent, je considère que la difficulté de ce qui gouverne aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas que la difficulté vient d'eux. C'est ça le problème. Oui, parce que, écoutez, il y a quelque temps... Mais comment ça? Ils ont trouvé une situation catastrophique? Oui, d'accord, je suis d'accord. Vous pouvez même, et puis qu'on regarde tout ça après. Mais je trouve une situation difficile. Oui. Lorsque Wade arrive au pouvoir en 2000, il arrive au pouvoir, rappelez-vous... Mais vous nous ramenez très loin, là. Oui, mais je vous dis, c'est une intelligence économique. Wade arrive au pouvoir en 2000. Il arrive, il dit quoi? Il dit, dama fekk xaalis sur réew mi kees yi fees, dama dem ñu ma jox xaalis ba ma leen doy na. C'était pas son discours d'opposant. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est dans l'État. Il n'est plus de l'opposition. Si je dis, moi, à mes partenaires que je n'ai pas d'argent, si je dis à mes partenaires que les chiffres qu'ils vous ont présentés, c'est des chiffres faux, si on vous dit que je n'ai pas la capacité de faire face à mes dettes, allez le dire, vous, à votre banquier. Et demandez s'il va vous demander de prêter de l'argent. Il vous prête de l'argent, il ne... Oui, mais l'argument, c'est que l'État ne voulait pas bâtir sur du faux, sur du sable mouvant, comme dirait Abdourahmane Diouf. Alors, j'explique maintenant. Vous-même, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez, vous avez une banque, vous avez tout. La question, si des gens sont allés maquiller des chiffres pour voler de l'argent et détourner de l'argent, à partir de ce moment-là, il y a un détournement, il faut poursuivre ces gens-là. Et ça, je le dis tout de suite. Ils sont en train de poursuivre, la reddition des comptes. Ils ont tout mon soutien sur ce point-là. Tant qu'il y a des détournements de deniers publics, tant que et qu'on respecte les projets, ils ont tout mon soutien à ce niveau-là. Donc, aucune réserve à ce niveau-là. Mais par contre, si des gens, comme vous et moi le faisons, comme les entreprises le font, sont allés juste faire une bonne présentation du tableau budgétaire du Sénégal pour pouvoir capter plus de fonds, l'analyse n'est pas la même. Vous, aujourd'hui, lorsque vous allez à votre banque, vous n'allez pas lui exposer toutes les charges et les dettes que vous avez. Vous n'allez pas lui dire que vous devez de l'argent aussi à des gens au niveau de TFM. Vous n'allez pas le dire, vous allez présenter ça parce que vous voulez lever 100 millions pour aller vous construire une maison à la Somone. Ça, tout le monde le fait. J'ai un article d'ailleurs de doctrine qui présente effectivement la même situation en France. Donc faisons attention à cela. Alors, même si c'était vrai, le fait de le dire, qu'est-ce qui va être la conséquence sur la gouvernance actuelle? Donc vous allez dénoncer des choses et c'est vous qui allez en être le... La conséquence, on la connaît, elle est catastrophique. Par où passe la relance aujourd'hui? Oui, alors c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui maintenant être courageux. Au départ, on a dit oui, il faut diminuer les dépenses de l'État, il faut faire telle chose, il faut enlever les subventions. Quand on l'a annoncé, j'avais dit que ce n'était pas possible. Jusqu'à présent, on n'a pas eu les subventions ciblées, parce que les subventions ciblées en économie, ce n'est pas possible. Alors, la deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes dans le cadre de l'économie, il faut faire attention. Lorsque vous êtes dans l'économie, il faut savoir que vous êtes dans un système. Un système, c'est un ensemble avec des éléments qui interfèrent. Vous prenez plus d'impôts, TFM va investir moins. En investissant moins, il crée moins d'impôts et il est obligé de souvent déflater, diminuer du personnel ou de diminuer les salaires, ce qui agit sur le pouvoir d'achat, sur la consommation, donc sur la fiscalité. Les choses sont aussi simples que ça. J'ai lu d'ailleurs tout à l'heure un article sur la question du siège des Nations Unies, parce qu'on veut faire payer. J'ai vu le titre, je ne sais pas ce que ça vaut, mais écoutez, dans ce cas aussi, c'est la même chose. Ils peuvent venir, ils ne payent pas, mais vous gagnez de l'argent par la suite parce que vous avez des fonctionnaires qui vont venir, qui vont payer des impôts ici, qui vont dépenser ici sur place, qui vont prendre du loyer et qui vont injecter le salaire ici, donc qui vont renforcer la consommation. L'économie, ça marche comme ça. Alors, j'avais dit, aujourd'hui, il nous faut aller vers la rationalisation budgétaire. Et ça, il faut avoir le courage de le faire. En faisant courage et le courage politique. En rabotant plusieurs agences, notamment. Exactement. Et nous étions tous engagés sur ça. On avait dit, aujourd'hui, nous avons une foultitude d'agences. Parce que je pense que c'est ici que j'ai expliqué. En matière de gouvernance, il y a deux méthodes. Ou vous avez plusieurs ministères et peu d'agences, ou vous avez plusieurs agences et peu de ministères. Nous, on a plusieurs ministères et plusieurs agences. On en a 69, je crois. Exactement. C'est à ce niveau-là qu'il faut aujourd'hui travailler à la rationalisation budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut diminuer
vraiment au sens propre du terme, pas seulement comme un slogan politique comme tout le monde le dit. Oui. Il faut diminuer le train de vie de l'État. Vous ne pouvez pas toucher à la consommation, parce que si vous touchez à la consommation, d'abord vous allez toucher aux plus faibles, premièrement. Deuxièmement, vous agissez sur la consommation. Oui. Donc il faut aujourd'hui épargner les ménages. Ça se limite à ça, le plan de redressement, selon vous Non, c'est beaucoup plus comme que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous faites du travail, et lorsque vous avez des chantiers qui s'arrêtent, il faut le savoir, lorsque vous êtes dans une période de récession, c'est à ce moment, justement, il faut investir. Vous ne pouvez pas emprunter pour payer des dettes. Il faut emprunter pour relancer justement l'économie et en relançant de grands travaux. C'est lorsque vous relancez des grands travaux que vous recréez justement, vous créez de l'emploi. En créant de l'emploi aussi, vous êtes dans la consommation, et dans la consommation, vous relancez votre économie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un partisan de l'austérité. Je pense que quand c'est difficile, il faut relancer justement la consommation. C'est pas que je suis un keynésien, j'ai aussi des interrogations sur la théorie de Keynes. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure formule. Et si vous ne le faites pas, les gens ne reprennent pas confiance. Le paiement de la dette intérieure est prévu, par exemple, il y a une enveloppe de 500 milliards prévue dans la LFR. Excellent de payer, parce que ça permettra effectivement c'est prévisionné. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que si vous faites attention, et si vous le faites tardivement, vous allez en fait enrichir les banques. Pourquoi? Parce que cet argent va permettre de payer des retards au niveau justement des banques. Vous aviez des échanges au niveau des banques, vous n'avez pas payé, mais après ça va tomber. Après il y a les intérêts qui gonflent. Exactement. Donc il y a des mesures qu'il faut prendre et qu'il faut prendre vite, mais il faut les prendre. La question, Chérif, ce n'est pas une question d'ailleurs de méthode. Il faut juste prendre des gens qui savent faire. Et il y en a dans ce pays-là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, écoutez, vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez un Lamine Loum, vous avez un Abdoulaye Diop, vous avez Bima Mangara, vous avez tous les anciens ministres qui sont là, vous avez Abdou Mbaye qui était l'ancien premier, vous avez Idé Sekil, et vous refusez de parler justement avec les gens qui ont des problèmes, il faut les poser justement sur la table. Ce qui est mieux pour un homme politique, c'est la certitude. Il ne faut pas avoir de certitude. Mais des gens compétents existent chez PASTEF et c'est eux qui ont gagné. Donc, oui, justement. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Oui, ils ont gagné, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Pouvoir faire valoir d'un leadership politique, avoir le génie politique, ça n'a rien à voir avec le génie vous appelez à une gestion inclusive. De l'autre côté, on vous parle de parti-État. Oui, c'est la vérité. Vous n'allez pas vous entendre. Non, moi, je n'ai pas gagné. Ceux qui n'étaient pas égaux n'ont pas gagné. Je ne parle pas des politiques. Et je dis, dans ce pays, il y a des compétences qui n'appartiennent à aucun parti politique et qui ont été formées avec le budget de l'État, qui ont eu de l'expérience dans la gestion de l'État. Ces gens-là, aujourd'hui, il faut les amener, il faut les consulter, il faut les mettre justement dans le gouvernement. Je ne peux pas décider demain que moi je gagne un truc. Et bon, vous vous attendez donc à un remaniement Il faut l'espérer. Il faut l'espérer parce que nous avons beaucoup de points sur lesquels les choses ne bougent pas. Comme quoi? Écoutez, c'est très simple. Nous avons des gens qui sont là depuis 15 mois. Il n'y a pas encore eu d'annonce de projet. C'est la première chose. Dans ce projet, quels sont les projets qui vont être mis en place? Aujourd'hui, on est en train d'entretenir ce que Macky Sall avait entretenu et on est en train de terminer cela. Et c'est important pour la perception du gouvernement. Il y a eu 60 projets annoncés par le Premier ministre. D'accord. Ça me revient. Oui, d'accord. Ça, c'était annoncé. Mais je me rappelle très bien. C'était à Louga même, exactement. Vous pouvez les citer? Ben non, parce que je ne les connais pas. C'est ça parce qu'il n'a pas cité lui-même. Il avait annoncé le chiffre en tout cas. C'est justement ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment dire aux gens, voilà où est-ce que je vais, voilà ce que je veux faire, voilà telle autre chose. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas... Bon, d'ailleurs, on se connaît, c'est vraiment les relations. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais je suis dans mon rôle. Je dis, écoutez, aujourd'hui, le Sénégal va, ça va pour tout le monde. Ça ne va pas, ça ne va pour personne. Et pour l'instant, pour vous, ça ne va pas? Pas pour moi, aller poser la question justement aux Sénégalais. Nous avons un sérieux problème de gouvernement. Il faut pouvoir aujourd'hui reprendre le contrôle de la barre, lui donner une direction et avancer justement vers cette direction-là. Et ça, ce n'est pas simplement une question de réflexion, une question d'idée. Vous savez, dans mon métier, j'ai appris deux choses. La première chose, c'est qu'un expert, c'est aujourd'hui, ce n'est pas celui qui sait, mais c'est celui qui sait ce qu'il ignore. La deuxième chose, c'est qu'un problème reste un problème tant que tu ne trouves pas la bonne personne. Vous arrivez aujourd'hui, c'est à TFM, il y a un grand problème sur telle et telle chose. Vous trouvez le bon technicien, demain le problème il est réglé. Il règle le problème. Toutes les questions qui se posent aujourd'hui au niveau de l'État, c'est pas parce qu'en fait on n'a pas bien réfléchi, c'est pas parce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas trouvé les bonnes personnes. On n'a pas fait le défi justement de la gouvernance actuelle, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est de transcender cette idée de parti et d'aller justement vers une perception républicaine de la gestion de l'État et de faire venir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Alors ça, il va falloir convaincre quelqu'un. Et ça, c'est pas gagné. Pourquoi quelqu'un?
pourquoi 2? Bon, allez savoir. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Moussa remercie. juriste de formation, rappelons-le, et président de l'Alliance démocratique Pentio. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Ce fut un bonheur et un honneur, un vrai honneur de vous servir. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.